Fragments, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels, des histoires inspirantes et pleines de courage, des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination, des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors, bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir ici à Paris. Benjamin, tu es un homme extraordinaire. Moi je le sais, mais j'aimerais que les auditeurs le découvrent. Découvrir à quel point c'est toujours très troublant de croiser les yeux d'un homme qui aime. Troublant de le voir sourire lorsqu'il regarde le monde, au travers de ses mots ou sa musique. Parce qu'avant l'homme, il y a le petit garçon, celui qui écrit de la poésie à 6 ans, celui qui parle plus facilement des autres que de lui, celui qui respire pour Jay, sa femme, Karel, sa fille. Je dédie ce podcast à la mémoire de ta maman, Annette. Boulogne-Billancourt, la ville où tu as poussé ton premier cri en novembre 1968, où tu as grandi. Je voudrais revenir sur ce premier jour d'école, où à la sortie, personne n'est venu te chercher, parce qu'on t'avait oublié. C'était comment dans la tête du petit Benjamin ? Alors, dans la tête, bonjour. Alors, bon, la présentation est évidemment un peu difficile à entendre comme ça quand on n'est pas un grand fan des superlatifs et des choses de ce type-là. Pour ce qui était, alors, l'enfance, c'était pas à Boulogne. Je suis né à Boulogne, j'ai dû rester 18 heures à Boulogne, et après, on habitait à la campagne, en fait, à cause de l'activité de mon père et de la notoriété. Il y avait un besoin de protection complet de la famille, donc on habitait à 55 km de Paris, en fait, où mon père allait bosser tous les jours. Mais nous, on n'y habitait pas. Et cette école, c'était dans un petit village des Yvelines. Effectivement, le premier jour où déjà... Moi, j'habitais dans un tout petit hameau, on était avec 10 habitants, et cette ville, qui faisait au moins 5000 à 7000 habitants à l'époque, était pour moi une espèce de mégalopole déjà effrayante en elle-même, où j'allais peu. Et évidemment, j'habitais dans un environnement extrêmement restreint, avec très peu de monde, et le fait d'être déjà dans cette cour avec tous ces enfants qui étaient pour moi une certaine hostilité, l'école publique de campagne, en étant le fils de quelqu'un de très connu, dès le premier jour, ça a généré des jalousies et même une incompréhension pour d'autres raisons. Et puis effectivement, à la fin des cours, ma mère qui devait venir me chercher et qui était assez éloignée de nos préoccupations intimes et de nos peurs, on va dire, pour rester dans les litotes, là plutôt dans l'euphémisme, avait autre chose à faire et a oublié de venir me chercher ce premier jour. Et je me suis retrouvé, on nous a laissé sortir, je me suis retrouvé dans la rue, dans un état de panique, et là, peut-être la première fois de la peur panique de l'abandon qui peut saisir l'être humain à un moment de sa vie, et parfois ça commence très jeune, et c'est pour ça que je m'en souviens, parce que on parle d'un truc qui s'est passé il y a près de 50 ans, mais j'ai l'image de la panique, le ressenti vraiment de la panique absolue, le monde qui se rétracte et qui disparaît juste dans un océan de peur, alors qu'en fait c'était rien, et que 10 minutes après, néanmoins, ma mère était là, hein. Au milieu, moi j'étais déjà j'avais pris la route pour aller rejoindre la maison à travers les bois. C'était des bois qui nous faisaient très peur, d'ailleurs. C'était quoi les rêves du petit Benjamin ? C'était de faire de la musique, d'écrire et d'être skieur professionnel. Mais pour ce qui est de ces derniers aspects, d'ailleurs à l'époque, il n'y avait pas de skieurs professionnels. Il y avait des skieurs, mais des grands skieurs, puisque je suis né l'année du triomphe de Jean-Claude Killy. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait de ski depuis 1979. Pour la simple et bonne raison que c'est l'année où je me suis pulvérisé la jambe sur une piste de ski et que
on n'a plus jamais fait. Donc, les 2 autres rêves, faire de la musique et écrire, du coup, j'ai pu les concrétiser, même si là aussi, ça peut paraître bizarre, mais c'est aussi, ça pose quelques problèmes physiques, quand même. Voilà. Ton père, Gérard Cyr, grande personnalité publique, scénariste, écrivain, journaliste, très connu d'une génération de Français qui avaient comme meilleur ami le poste de radio dans la cuisine, où sa voix les a longtemps accompagnés. Mais papa très absent de ta vie. Que peux-tu nous raconter de lui ? Une voix un peu rocailleuse qui raconte l'Hérault, le Sud, avec beaucoup de chaleur. Et un monsieur très gentil. Unanimement jugé comme très gentil par strictement tous les gens qui l'ont fréquenté, sans doute davantage que moi. Donc voilà, moi j'ai souvenir d'un monsieur très gentil, mais c'est distant, avec qui j'ai jamais rien fait et qui m'a à peu près jamais adressé la parole. Mais il n'y avait aucune méchanceté dans cette indifférence tout à fait particulière. En fait, il y a eu entre mes parents un deal absolu. Mon père avait déjà eu une fille avec une autre femme. Il a compris que les enfants, c'était pas son truc, on va dire. Puis il travaillait 16 heures par jour, il n'avait pas le temps de s'occuper de ces trucs-là. Il était tellement dingue amoureux de ma maman qu'elle lui a dit « Écoute, moi, c'est ça ou rien, je veux des enfants, voilà. » Et il lui a dit en gros, il n'y a aucun problème, mais tu te démerdes. Je veux pas en entendre parler. Alors, avec mon premier frère, mon grand frère, qui est resté longtemps fils unique, en fait, il y a eu une vraie relation en réalité entre lui et mon frère Antoine. Puis après, c'est vraiment totalement arrêté. Mais mon père était quelqu'un de très gentil, mais dont la seule obsession, avec un regard très tendre, mais dont la seule obsession dans la vie était le travail. Une anecdote assez amusante, c'est qu'il n'est même pas venu à son propre mariage avec ma mère. C'est-à-dire que il est arrivé juste à la mairie pour dire oui. Il est arrivé au moment où il fallait dire oui. Il a fait oui, bisous, et il est reparti. En laissant plantant tout le monde avec les invités. Il avait une émission. Hein, il pouvait pas à la fois se marier et être à la radio. Bon, après, c'était à lui de choisir la priorité, mais... Annette, ta maman, a eu un destin de femme atypique pour l'époque, qui mériterait que l'on écrive sa biographie. Alors, il était une fois Annette, petite fille. Alors, Annette, petite fille, c'est l'enfant d'un médecin polonais qui fuit l'antisémitisme, non pas nazi, mais avant l'antisémitisme du régime du maréchal Piłsudski, mal à prononcer, et qui mène comme très couramment une politique très antisémite en Pologne, comme c'était le cas également en Russie, les pogroms, etc. Et mon grand-père, qui devient jeune médecin en Pologne, on est conduit vraiment à quitter le pays. Et ma mère naît à Paris en 1934, quand, juste avant le 6 février 1934, qui montre déjà que l'ambiance est formidable dans toute l'Europe occidentale aussi. Hitler vient d'accéder au pouvoir et l'Europe bascule. Mon grand-père, pour pouvoir repasser, il est obligé de repasser ses études de médecine, mais il arrive un peu avant, lui, il arrive à la fin des années 20. Il refait toutes ses études de médecine et la technique qui lui permet de le faire alors qu'il n'a pas un franc dans la poche, c'est de rentrer dans l'armée, et d'autant plus dans l'armée française. Et ce, d'autant plus que il vient en France et pas ailleurs, mu par un amour un peu fantasmé de la France, un peu à la manière de Romain Gary. D'ailleurs, c'est un parcours assez proche de ce point de vue-là. Et il arrive dans l'armée, et d'ailleurs il rencontre très vite, comme Gary, quand il arrive dans l'armée, et qui a des problèmes de promotion après ses classes d'officier, il découvre l'antisémitisme en France aussi, et l'antisémitisme dans l'armée aussi, mais il devient médecin, et en gros, quand il est médecin-major, quand il finit ses études et reste dans l'armée, la guerre démarre. Voilà.
Et là, très vite, en gros, il y a la libération de Paris. L'occupation de Paris, pardon. Il y a l'exode et autres, et lui aussi il descend, et il devient médecin dans un petit village qui aujourd'hui est très connu, qui n'était pas à l'époque, qui s'appelle Gordes, pas très loin d'Avignon. Et c'est là qu'il est confronté à la résistance, puisque on a tout près le maquis du Ventoux. Et c'est lui qui se met à soigner au fur et à mesure tous les résistants et à devenir en quelque sorte l'antenne médicale du maquis du Ventoux. Et c'est une activité extrêmement dangereuse, et ma mère est à ce moment-là ballottée, avec l'aide de la résistance, ballottée de pensionnats en famille, en pensionnats catholiques et autres, qui vont la protéger et en même temps la traiter abominablement, selon les endroits. Notamment, je pense à l'époque, je ne suis pas connu, mais le pensionnat de Villeneuve-les-Avignon. Les choses ont été particulièrement dures, je le sais. Et pendant ce temps-là, mon grand-père finit par être dénoncé par des gens du réseau qui ont été arrêtés eux-mêmes, torturés, et il est envoyé à la prison des Baumettes à Lyon, où il va être abominablement torturé, ne livrer personne, et il ne doit sa survie qu'au simple fait que il y a eu la libération, et que quand la prison a été prise d'assaut par les forces à la fois françaises et américaines, les gardiens se sont enfuis en laissant les prisonniers mourant dans leurs cellules, quoi. Et mon grand-père a pu être sauvé in extremis, et a gardé des séquelles toute sa vie, des tortures abominables qui des trucs. Mais pendant ce temps-là, ma mère était tout le temps ballottée, livrée à elle-même, et elle espérait pouvoir retrouver ses parents après la guerre. Et en fait, les relations de ses parents étaient devenues très très tendues après la guerre. Elle est parvenue avec eux, et là elle s'est mise elle est montée à Paris à vivre une vie de bohème et à devenir très tôt une comédienne de théâtre avec une petite réputation, un truc dont elle a fait le cours Simon à ce moment-là, à l'époque, mais elle n'avait aucune ressource, hein, donc il n'avait que la ressource de son talent potentiel, alors qu'il s'est vite exprimé jusqu'à ce qu'effectivement il lui arrive un truc assez marrant. Bon, c'était quelqu'un qui avait un caractère, j'en sais quelque chose, absolument volcanique, et une capacité de séduction tout aussi proportionnellement importante. Et elle est invitée comme ça un jour dans une réception à l'Opéra de Paris. Et à ce moment-là, il y a un jeune homme qui se trouvait être le fils du patron de l'opéra, Monsieur Demestre, qui s'est planté devant elle. En gros, elle lui a dit: écoutez, vous êtes tellement dingue, vous dégagez un truc, je sais pas, j'y étais pas exactement, mais ce qu'il lui a dit, il la connaissait pas depuis 1 minute et demie, il l'a demandé en mariage. Voilà. Ça a fait marrer ma mère, qui devait avoir 18 ans pile ce jour-là. Elle a dit oui. Et le pauvre homme, 6 mois après, je crois que ma mère avait fait plus de bisous à d'autres hommes en cumulé qu'elle lui en avait fait. C'était une jeune femme aventurière qui venait de vivre un enfer et qui voulait maintenant croquer la vie. Puis c'était quelqu'un de tellement indocile, tellement impossible à apprivoiser quand même. Du moins pas impossible, puisque mon père l'a fait. Et elle est devenue était comédienne, donc voilà, elle a vécu vraiment la vie entre Saint-Germain-des-Prés, la bohème, la vraie, le théâtre, les tournées, etc. Elle a fait un peu de cinéma aussi, notamment dans un film qui s'appelle Le Port du Désir avec Jean Gabin, où elle prend un de ses différents pseudonymes. Je crois que c'était Anna Serra, mais dans ce film, mais sachant que c'était un nom qui était relatif aussi à la famille, mais qui n'était pas exactement celui-là. Et puis après, elle se met à faire de la radio, la maison de la radio, hein, et c'est là qu'elle rencontre mon père, qui est lui-même déjà une voix, mais pas encore une très grande voix comme après. Et mon père, à l'époque, fait des feuilletons radiophoniques.
Et ça, c'était la grande époque des feuilletons radiophoniques, et les feuilletons radiophoniques, étaient sponsorisés par des marques. Toujours, et ils portaient des noms donc détournés des marques. Et notamment, mon père faisait à l'époque un feuilleton pour la marque de machine à coudre Singer, alors qui s'appelait l'ami Singer, l'ami sincère. Et il devait auditionner un jeune homme qui venait d'arriver d'Égypte, qui s'appelait Claude François. Et pour l'auditionner pour le feuilleton, il avait besoin d'une réplique. Il a passé la tête dans le couloir. Il a vu ma mère passer, il a dit « Mademoiselle, est-ce que vous voulez bien m'aider ?» machin, puis voilà. Et puis après, voilà, mon père est mort. Dans la même année et demie, ma mère a perdu son père, sa mère et son mari, qu'elle aimait d'un amour absolu fou, et aussi peut-être trop absolu. Et ça a été le début de la descente aux enfers. Voilà. Une descente aux enfers qui a pris quelle tournure ? Ouais, je peux pas tout raconter là. Mais en gros, mon père est mort, tout le monde est mort. On s'est aperçu que mon père avait juste à peu près jamais réclamé l'argent, les millions qu'il était censé gagner. Et que non seulement il ne les avait pas réclamés, mais qu'il ne les avait pas eus, et qu'avec ce qu'ils n'avaient pas eu, il n'avait pas payé non plus les impôts qu'il devait payer. On s'est aperçu aussi, même si on le savait plus ou moins, qu'il avait un nombre incalculable de parasites autour de lui, qu'il avait tendance un peu à vouloir faire vivre tout le monde, notamment des gens dans son entourage, notamment un très grand ingé son qui était aussi un peu comédien, qui avait des problèmes de jeu et autres, et donc mon père enlourdait et faisait vivre sa famille pour pas. Et puis après, il y a eu toute l'aventure avec Jean-Yann, donc avant évidemment, qui meurt, mais qui a donné d'un côté des films unanimement connus, comme Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et le fait que mon père s'est fait totalement escroquer, mais c'est même pas de l'escroquerie, c'est l'escroquerie bienveillante de sa part, c'est-à-dire c'est de l'escroquerie complaisante. Voilà, sauf qu'à un moment, il y avait des millions et des millions d'impôts à payer. Et que ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants, et totalement seule parce que il y a eu des problèmes avec ce qui restait de la famille de mon père, mais c'est pas un truc à développer. Et puis la manière dont le milieu lui a tendu la main, parce qu'à un moment le milieu a quand même tendu la main, est quelque chose qui a montré à la fois tous ses défauts, toutes ses qualités, c'est-à-dire que son indépendance lui était tellement chère qu'elle a vraiment, si vous me permettez, envoyé chier tout le monde. Et là, ça a commencé à être sport. Voilà, et c'est le truc particulier en réalité qui est compliqué pour moi aujourd'hui dans un milieu où on va dire, regardez ce gars-là, comme tous les gars dans la presse, machin, c'est un fils à papa et autres. C'est très compliqué quand, en fait, on a passé des années quasiment en fuite et autres avec plus rien. Moi, je suis plus jamais parti en vacances de ma vie. J'ai fait que travailler depuis l'âge de l'enfance. Pour, dans un premier temps, qu'on aidait ma mère à ce qu'on s'en sorte, dans des conditions très dures, parce que c'était quelqu'un de très violent, très méchant, aussi potentiellement très méchant, très violent, qui laissait aussi un peu livré à soi-même, ce qui a fait faire des conneries et aussi provoquer des accidents graves. Et on a, à la fin, avec mon deuxième frère, on peut dire que on a grandi dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand on est arrivé sur notre parcours qui pouvait devenir un parcours professionnel, contrairement à mes 2 frères, moi j'ai disparu complètement de la société. Voilà. J'existais pas, j'avais pas de sécurité sociale, j'avais pas de carte d'identité. Voilà. J'avais rien, j'ai passé des années sans exister, en fait, tout en faisant énormément de trucs, mais complètement en marge de la société, en crainte aussi.
Et ce truc qui me fait marrer aujourd'hui, c'est comme le côté fils à papa, alors que j'ai une famille qui avait vraiment pas de quoi bouffer, et qui s'est finie pour ma mère dans des conditions extrêmement difficiles. Elle est morte dans des conditions très 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 dures. C'est aussi quand on dit sur mes trucs, ok boomer, tu vois. Moi, je suis revenu au monde. Alors, il y a un moment où une carrière musicale m'a plus exposé. En gros, j'ai existé au début, j'ai démarré très vite dans le théâtre, où ça a pas mal marché, en fait, en même temps que je faisais mes études de droit. Après, j'ai disparu complètement du monde. Je suis revenu un peu, en fait, à partir des années d'il y a une vingtaine d'années, en gros, à travers la musique, avec 2-3 trucs qui ont donné résultat, donc qui ont fait que mon nom est revenu un peu. Et puis, après, je suis resté assez en sous-marin de la vie jusqu'à il y a 7-8 ans seulement, où j'ai décidé avec... c'est aussi lié aussi avec le rapport avec une petite fille à nourrir, hein, et de refaire surface un peu. C'est pour ça que je travaille, par exemple, les gens avec qui je travaille aujourd'hui s'étonnent, ils disent, il y en a certains qui n'avaient jamais entendu parler de moi, mais ils ne comprennent pas pourquoi je connais tout le monde, les gens qui connaissent, parce qu'en fait c'est dans d'autres vies. C'est dans d'autres parcours où quand j'ai travaillé, enfin les choses commencent au début des années 2000, je reviens aussi parce que je travaille avec quelqu'un qui a eu une importance qui est colossale dans ma vie et qui en fait a été un peu mon mentor et mon ange gardien depuis l'âge de 20 ans, qui m'a fait pas mal travailler et qui m'a entraîné dans une aventure de direction de club de football de première division, ce qui est un truc assez marrant, voilà. Et après, au fur et à mesure, par le biais de la presse et du politique, et de la musique aussi, mais parallèlement, j'ai commencé, oui, à avoir une constance officielle plus importante, mais toujours avec une réticence que j'ai encore. Et puis, quand j'ai commencé à écrire des tribunes dans le Figaro et autres, que des gens comme Alex de Vecchio, qui a sa part importante là-dedans, parce que c'est comme il disait toujours, et je suis assailli toute la journée de gens qui veulent qui veulent écrire dans le Figaro. Toi, t'es mon pote, et j'avais dirigé un petit journal avant qui fait qu'on s'était connus. Il me dit, mais toi, tu me demandes jamais rien, et j'aimerais bien que t'écrives. Puis un jour, je lui ai dit, bah là, j'ai un truc à dire. C'était le début de toute une série de choses que j'ai écrites sur la question du rapport entre le libéralisme politique et le numérique. Voilà. Qui, je pense, est aujourd'hui des questions essentielles, couplées voilà, et au moment où, comme je venais très vite de l'informatique musicale, mais dans une pièce où il y a tout ce qu'il faut pour l'informatique musicale à l'instant, donc j'étais un peu un des pionniers au début des années 90, donc c'est un sujet que j'ai très vite croisé. Et de Vecchio, et très vite derrière Raphaël Enthoven, qui m'a dit, mais non, maintenant tu peux plus te cacher, c'est interdit. Et bon, ma femme aussi me l'a beaucoup dit, mais moi je suis toujours j'ai toujours une forme d'hésitation à ce sujet, mais les circonstances en temps, et puis la manière dont, après le Figaro, l'Express Franc-Tireur a commencé projet dans lequel on m'emmenait dès la préparation, donc bien avant la sortie du premier numéro, et dans lequel je contribue toutes les semaines, hein, depuis 124 numéros aujourd'hui, fait que voilà, mais en fait moi je commence, quoi. Ça, j'arrive à l'âge du boomer, mais en fait moi je commence, quoi. Voilà. Pourtant, tu comptes de nombreux engagements associatifs, politiques, bien malgré toi, comme tu aimes à le dire. Et justement, qu'est-ce qui pousse un citoyen lambda à s'engager ? C'est comment de l'autre côté du rideau ? C'est que, en fait,
j'avais aucune intention, de m'engager. Pour moi, l'engagement, c'est une obligation morale, c'est presque même une obligation physique et sensorielle, c'est-à-dire que le malaise que peut produire le fait de laisser faire les choses, de laisser passer les choses, crée un degré de culpabilité, de mal-être, qui peut être tel que finalement on choisit quand même l'engagement, tout en étant bien conscient du fait que mon engagement à moi change la face de rien du tout. Mais si personne ne s'engage, rien ne change la face de rien, et que si, c'est le fameux principe des petits cailloux, hein, mais chacun est un grain de sable dans la machine, et il fait ce qu'il peut, peut-être à tort d'ailleurs, peut-être que mon engagement est ce qu'il y a de pire et de ce qui abîme le plus le monde, la société, ou peut-être que je participe à une micro-échelle à aller dans le bon sens ou pas, parce que je sais pas, je sais qu'il y a quelque chose, mais quand on est aussi fortement marqué, voilà, on revient à ma mère est morte dans mes bras, elle pesait 28 kilos, c'était déjà, encore, pas déjà, mais encore les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et moi, c'est des choses qui m'ont obsédé dès l'enfance, la question du nazisme, la question du racisme, la question de l'antisémitisme. Et donc j'ai d'une certaine manière étudié, observé et à de rares moments, mais subi, mais à de très rares moments, mais subi à des exemples précis, fait qu'il y avait ça, puis la question de ce qui se passait, de la manière dont on traitait les jeunes filles en banlieue aussi, etc. C'est des trucs qui allaient pas. Et effectivement, mon premier engagement un peu bizarre, ça a été très brièvement chez Ni Pute Ni Soumise. Donc évidemment, ça... truc, il n'y a pas beaucoup de garçons, mais je suis vraiment pas assez longtemps. En fait, le problème, c'est que avant, j'avais écrit pour des hommes politiques, et puis pour des trucs politiques, des journaux, des machins, beaucoup en négritude, même si on n'a pas le droit de le dire aujourd'hui. J'avais eu ces engagements, et j'ai vu très vite comment la politique marchait, comment ça, au niveau partisan, au niveau électoral, la manière dont on pouvait faire financer à l'époque, c'était très sport, le financement des campagnes électorales, ça passait beaucoup par les grandes entreprises, par des trucs très durs, et j'ai vu comment marchaient un peu les partis, et là, j'ai eu un peu de mal, voilà. Même si après, j'ai été engagé quelque temps au Modem, mais l'essentiel après, je l'ai fait à travers des associations, en plus, et notamment... c'est pas un secret, le lien que j'avais avec le politologue Laurent Bouvet, que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années, quand je suivais ce qu'il écrivait, et quand il a monté la gauche populaire, c'est lui qui m'a contacté, ce qui m'avait fait vraiment bizarre, et pour me demander d'en être avec eux. Puis voilà, c'était le début d'une amitié, alors, forte encore de ma part que de la sienne. Je le dis parce que pour moi, il était un mentor, un frère, un truc indépassable, alors que je pense qu'il pouvait vivre sans moi. Mais cet engagement, en fait, il est très vite revenu avec... la presse est très vite revenue en parallèle, puisque c'est exactement le même moment avec quelqu'un qui s'appelle Arthur Scheuer, qui est venu me chercher, c'est pratiquement même mon oncle Laurent, juste avant Laurent, mais je l'ai rejoint à cause de Laurent, qui avait créé un pure player en ligne qui a décollé instantanément, mais qui a eu un truc météorique qui s'appelait RageMag, et dont je suis très vite devenu le rédacteur en chef, et qui a été la première rédaction entièrement dirigée sur Messenger. C'était un truc très amusant, c'est-à-dire qu'on avait une centaine de journalistes quand même, et tout se faisait par Messenger, et on faisait une conf de rédac en physique une fois par mois. Bon, c'était surtout l'occasion de se faire une soirée bien déchirée, en fait. Mais on travaillait un petit peu avant. Mais comme on bossait en lien avec tout le monde tous les jours, donc il n'y avait pas grand-chose à faire finalement là-dedans,
Et c'est un endroit, c'est le grand mérite d'Arthur, c'est un endroit qui a formé à peu près un nom incalculable des grands ou des plumes connus dans la presse aujourd'hui. Alors ils ne l'assument pas tous, hein. Ils sont même assez peu à l'assumer, mais enfin ils viennent presque tous. Si on regarde aujourd'hui les rédactions, ils viennent presque tous de là. Donc je les ai eus, moi, donc je connais. Pour moi, ça a été très formateur aussi en termes de management et de compréhension de vraiment du fonctionnement de la presse, même si j'avais déjà travaillé auprès de grandes rédactions, justement, en supervision, mais juste derrière, de manière totalement dans l'ombre. Tu as un regard acéré sur ce monde grâce à ta plume de journaliste d'un franc-tireur. Comment ne pas sombrer parfois face à l'horreur du monde ? Eh ben, la réponse, c'est on sombre parfois face à l'horreur du monde. Alors en ce moment, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup entre confrères, déjà, ce qui veut dire à quel point il est pertinent. Et pas seulement, je parle pas des gens, voilà, de ma chapelle ou pas, je parle vraiment, moi je parle avec beaucoup de gens, y compris antagonistes, ça m'intéresse vraiment beaucoup, et puis généralement avec d'assez bonnes relations d'ailleurs. C'est un sujet qu'on a tous dans le bide. J'en parlais encore hier avec un journaliste et une avocate très impliqués dans certaines affaires actuellement, où il y a un moment, on a tous des craquages en ce moment. Moi, honnêtement, quand, après le 7 octobre, au dévoté, parce que j'étais pas prêt, j'étais en train de bosser, j'étais sur mes trucs, avec mes écrans, je parle, et puis il y a une journaliste qui m'a envoyé d'un coup les images, les fameuses images des attaques et des plus et ensuite des ramassages, on va dire. Et là, en fait, à ce moment-là, j'étais pas prêt, j'ai allumé le truc. J'étais déjà pas bien depuis quelques jours parce que ça correspondait à tout ce que, voilà, on voyait venir mes trucs. Et puis en plus, moi, je travaillais pas mal sur Israël ces temps-ci. C'était un truc bizarre parce que je travaille sur la politique israélienne vraiment pour montrer toute la fourberie et la radicalité politique de Netanyahou en disant vraiment, faut dégager ce mec et tout, machin. Et on est pris d'horreur par ce que font les gars d'en face, en gros. Et au simple fait qu'on soit pris d'horreur par ce que fait le Hamas, c'était en réalité... parce que on en parle très peu quand même dans les débats, on parle de la cause palestinienne, le Hamas qui n'a strictement rien à faire de la cause palestinienne, qui n'est juste qu'une émanation du régime iranien et des frères musulmans, dont le projet n'est pas du tout la Palestine. Enfin bon, c'est pas le sujet, mais à ce moment-là, on est saisi d'horreur, on est en train de tout faire, d'attaquer, parce que oui, le journaliste, c'est aussi une mission politique. Et effectivement, ce qui est au pouvoir en Israël, pas seulement depuis 1997, plus récemment à cause de détails de politique israélienne que je ne vais pas exprimer ici parce que c'est assez complexe, est vraiment devenu un régime d'extrême droite. C'est de combat, c'est de montrer à quel point justement il est en train de casser certains fondamentaux à la fois démocratique au sens institutionnel du terme, mais aussi dans la société israélienne et la manière dont la société israélienne était le plus divisée que jamais, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et le simple fait qu'à ce moment-là, on soit quand même touché jusqu'à l'abomination par ce qu'a fait le Hamas, on devient tout de suite un sioniste de l'extrême droite, du régime génocidaire d'extrême droite israélien, ce qui montre à quel point il n'y a plus personne n'a de repères, de compréhension, de subtilité, de nuances, et je peux le dire aussi de gens qui sont vus comme étant de mon camp, même si moi personnellement j'en ai pas spécifiquement directement, mais le fait est là. Bon bref, on vit ça, et moi je tombe sur ces images, d'un coup j'allume mon truc, j'ai des écrans énormes, le truc me saute à la gueule,
Et là, j'ai explosé pendant 48 heures, oui, à pleurer non-stop, à plus arriver à dire, mais moi, justement, l'engagement, je ne sers à rien, de toute façon, je ne sers à rien. Puis, je le pense, en fait. Objectivement, je le pense, rien du tout. Mais on est réduit à ce moment-là à constater ce niveau d'horreur et se redire une chose qui arrive souvent, je dis, mais j'ai plein de défauts, hein, je suis vraiment plein. Je suis pas facile à checker comme ça. Je me sens quand même pas appartenir à cette humanité. J'ai vraiment un problème avec ça, de me dire que je vois, c'est très naïf. C'est parce qu'il y a un côté, à la fois, on a fait une analyse, je travaille beaucoup sur la géopolitique, les machins de trucs, l'histoire, donc je sais ce qui se passe dans le monde, je sais ce qui s'est passé, je sais le degré, je suis jamais surpris en réalité par le degré d'horreur que peuvent déployer les êtres humains. J'ai jamais cru à un plus jamais ça. J'ai jamais cru que l'homme ait retenu la moindre leçon de quoi que ce soit depuis qu'il est capable de se lever sur ses pieds. Mais ça reste inadmissible. Et ça reste quelque chose que, fondamentalement, si je peux le constater, donc le craindre, je n'arrive pas à comprendre par quel raisonnement on peut faire ce qu'on fait. Je prends un exemple récent, mais c'est une naïveté, je sais, confondante. Ce qui s'est passé en Russie il y a quelques jours, me dire que voilà, on va me filer 5 000 €. Pour 5 000 €, je vais rentrer dans une salle de spectacle avec un fusil automatique et que je vais déchiqueter des gens. En fait, et là actuellement, il y a une telle accumulation des choses, des symboles de la capacité de barbarie de l'homme, que ça soit de la barbarie civilisée ou de la barbarie à l'état pur et sans filtre. Il y a un tel point, et avec l'obligation, parce que c'est la question de départ, en fait l'obligation quand même d'y être 24 heures sur 24 collé, parce que c'est mon métier de l'observer, c'est mon métier d'en parler, ça devient extrêmement dur. Et pour rappeler le truc, la notion que j'évoquais juste avant, quand je parlais de la barbarie civilisée d'un côté et de la barbarie prétendument à l'état pur de l'autre, ça me fait toujours ramener à Romain Gary. Et pour moi, d'ailleurs Raphaël Enthoven, on a fait l'un de ces sujets d'édito, pas de cette phrase que j'ai là, mais de ce livre, qui pour moi est un chef-d'œuvre d'explication des choses, qui est La danse de Gengis Khan, dans lequel il est dit la différence entre la culture et la barbarie, c'est que dans la barbarie, on tue les hommes pour les manger, dans la culture, on tue les hommes pour en faire des savons et des abat-jours. Benjamin, il y a des renoncements nécessaires parfois pour laisser la place à autre chose. À quoi ou à qui as-tu renoncé ? Alors, moi, j'ai à peu près renoncé à tout ce qui n'était pas mon travail, ma famille. Voilà. Pourtant, j'arrive quand même à être extrêmement insuffisamment présent auprès des miens. Et pourtant, je vis avec eux, puis je travaille à la maison, moi. Donc je vois beaucoup ma fille, je parle beaucoup avec ma femme et autres, mais je les vois quasiment pas. Je travaille, au fait, ma santé étant pas très bonne, mes activités de plus en plus réduites, dire les choses, on est mercredi. C'est la première fois que je sors de chez moi depuis cette semaine. Oui. Je pars de chez moi, de mon ascenseur. Donc j'en suis arrivé à une vie, alors certains peuvent en profiter d'ailleurs, qui fait que je ne fais que travailler. En plus j'ai des nuits très difficiles, mon problème de santé, ce qui fait que c'est plus difficile pour moi maintenant, comme avant je me levais à 5h, 6h du matin tous les jours pour démarrer, ce que je peux plus faire maintenant parce que c'est plus dur. Paradoxalement, du coup, je travaille beaucoup plus tard. Et
J'ai peu de temps pour... même la plupart du temps, je ne mange pas avec ma femme et ma fille qui mangent derrière moi, à 3 mètres derrière moi. J'ai pas le temps. Ouais, je pars pas en vacances, je vais pas au théâtre, je vais pas au cinéma, je vais pas au restaurant. Et travailler tout le reste du temps, vraiment, c'est pour d'abord ma fille, ensuite ma femme. Voilà. Quel est ton rapport au divin? Je ne suis pas athée. Je ne suis pas croyant. Alors on va dire, bon, c'est simple, mon gars, t'es agnostique, c'est simple de l'expliquer. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Quelque part, je suis croyant, mais je ne crois à aucune religion des livres. Je ne crois à aucun dieu dogmatique, à aucun dieu spécifique. Je crois à la possibilité d'une immanence, ce qui n'est pas la même chose que je peux ressentir. J'ai tendance à dire que c'est aussi pour ça, et c'est pour ça que le fait que ça soit devenu juste un produit de consommation, quelque chose qui m'énerve, c'est pour ça que la musique a une part aussi importante dans ma vie. Je peux le dire, ça peut paraître très con, mais la fois où j'ai ressenti le plus fondamentalement la présence de Dieu, c'est en appuyant sur le deuxième sol d'un piano demi-queue dans un studio. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai appuyé sur ce sol, j'ai laissé résonner. Et là, il s'est passé, j'ai connu un phénomène mystique. C'est con, je n'étais pas drogué, j'avais pas bu, j'avais pas machin. Ressenti, et puis la musique, voilà, c'est quelque chose de sacré pour moi. C'est pas du tout c'est pour ça que j'en écoute extrêmement peu. Parce que pour moi, écouter de la musique, c'est une activité. Et c'est pas, je fais pas autre chose. Voilà. Écouter de la musique, je travaille, je ne supporte pas qu'il y ait le moins de bruit quand je travaille. C'est pas être chiant. Bon, après, j'habite dans un quartier où on a des marteaux-piqueurs 24/24 depuis 10 ans, donc c'est pas... J'ai du mal à leur expliquer ça. Mais j'écoute peu de musique, mais quand j'écoute la musique en son, j'écoute un peu plus, mais je vais consacrer 3 minutes à écouter un truc, et pendant 3 minutes, je suis immergé dans le truc absolument. Alors, c'est peut-être bizarre, parce que sur les réseaux sociaux, les journalistes, on est censé être uniquement dans le politique, dans le machin de truc. Moi, je ne suis plus actif que sur un seul réseau social qui est X. Alors, extrêmement peu sur Instagram avec mon compte musicien, mais extrêmement peu. Je publie jamais rien, quoi. Sur X, je parle surtout de musique, avec des gens, et avec les rares personnes qui enjolivent ce réseau ignoble, grâce à la beauté de ce qu'ils posent musicalement. Donc c'est assez amusant. Mais oui, la musique, c'était mon rapport ça a été en quelque sorte mon rapport à Dieu, même si la possibilité de l'immanence, que ça soit un hasard mathématique, un grand horloger immatériel ou je ne sais quoi, ce n'est pas une croyance au sens où je ne suis que doute. Mais il y a vraiment ça. Je ne suis que doute, mais tout est probable. La seule chose qui est pour moi totalement improbable, c'est quelque chose qui ressemble à la Bible, à l'Ancien Testament ou au Coran ou à ces trucs-là, et la moindre réalité, si ce n'est qu'effectivement, ils se fondent les uns les autres, plus ou moins sur des principes universels, alors particulièrement la Bible, qui est en fait une sorte de catalyseur de l'ensemble des grands principes universels qu'on trouve dans notre religion, les textes à la fois hindouistes et bouddhistes ont des principes souvent équivalents, même s'il peut y avoir là des questions très anti-occidentales par contre autour du sujet de l'attachement, alors là qui va être perçu complètement différemment d'un continent et l'autre, mais et d'une culture à l'autre, mais on retrouve toujours les mêmes histoires, on les retrouve dans les contes pour enfants, on les retrouve dans les grandes épopées, des films de super-héros, pardon le micro, dans les films de super-héros, dans les grandes sagas, ça peut être Star Wars, ou des trucs comme ça, qui sont même chose, mais des textes heureux finalement, des sortes de textes religieux qui reprennent finalement des images, des métaphores religieuses, etc. Voilà, on peut voir, en fait aussi, par ailleurs, on peut voir du sacré dans tout.
et dans rien. Moi, j'ai tendance à essayer d'en voir le plus possible, mais sans qu'il corresponde à un quelconque dogme. Mon ennemi, c'est le dogme religieux et l'idéologie politique. Benjamin, comment sait-on que celle que l'on aime est peut-être la femme d'une vie? Alors moi, ça s'est passé assez facilement. Hein. J'étais pas très loin, j'étais sur scène, pas très loin d'ici, voilà, dans un concert que je faisais à Glazart, au nord de Paris. Et c'était un concert très très compliqué parce que c'était à l'époque où j'avais une formation avec 9 musiciens, il y avait des ordinateurs partout, sur scène c'est galère, avec des sécurités informatiques pour pas que ça pète, un truc qui était un peu comme ça. Et je m'étais pris, moi qui peux plus jouer d'instrument depuis des années, en plus je jouais un peu de basse, j'avais un super bassiste par contre à côté de moi, mais j'avais à un moment, ce concert, un truc de base, donc j'étais complètement stressé. C'était des trucs assez marrants, et puis surtout que c'était des concerts pour défendre un album qui était tellement foutraque que tout le monde m'avait dit ce serait impossible de le reproduire sur scène. Et donc, et c'était l'un des premiers concerts qu'on faisait pour défendre cet album. Et là, j'ai vu dans les 2 premiers rangs un des yeux qui me regardait. Et qui me regardait de manière comme on m'avait jamais regardé, quoi. Et visiblement, j'ai regardé les yeux en question de la même manière. Et là, j'ai honte de dire ça, on est dans un studio d'enregistrement. Hein. J'ai commis, pour moi, ce qui est la faute la plus impardonnable quand on est sur scène, c'est de se laisser aller à un sentiment qui déconcentre. Voilà. Et j'ai fait, je crois, le plus mauvais concert de ma vie, et Dieu sait que j'en ai fait des mauvais. Parce qu'il y avait ce regard qui était là, en plus, c'était un concert, mais c'était n'importe quoi ce qu'on avait fait. Il y avait, mais c'était une ambition à la con. En fait, on avait une personne qui était avec l'ingé son, donc l'ingé son, il est derrière les spectateurs. Il n'est pas du tout sur la scène, il y a un ingé son retour, mais lui qui capte juste, qui est là juste pour régler le volume de ce que nous on entend dans les retours qui sont devant nous sur scène quand on est. Mais il y a un ingé son qui s'occupe du son du public, il est généralement dans une cabine derrière le public, pardon. Et on avait également, nous, un gars qui venait de l'IRCAM, donc le grand institut de musique contemporaine créé par Pierre Boulez, qui reprenait en fait une partie du son qu'on avait sur scène et qui créait des harmoniques, des trucs avec ce qu'on appelle un système qu'on appelle des patch max. Alors là, je ne vais vraiment pas expliquer ce que c'est ici et là parce que ça va être compliqué. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait du public pratiquement, donc c'était un génie, mais il était tracker comme pas permis, donc vous allez voir que c'est un rapport. Moi je vois son regard, mon concert très tendu, je fais un mauvais concert, je vois le gars de l'autre côté au fond qui panique, j'ai ses yeux qui me regardent, le truc s'arrête, et moi le premier truc, je file dans la loge pour aller me mettre un coup de serviette parce que je dégoulinais, j'ai une espèce de costume indien, je suis super chaud. Et je vais juste me mettre un coup de serviette et boire un shot de vodka. Et je ressors tout de suite pour essayer de voir qui était cette personne. Et puis elle était plus là. Et puis j'apprends également que le type qui faisait mon truc avec les patchmarks derrière, en fait, on n'a pas fait gaffe, il était tombé dans les vapes pendant le concert. Et j'étais concentré sur autre chose. Il avait été évacué en fait pendant le concert, à la fin du concert. Voilà. Et voilà, donc tout va bien. Et puis 3 jours après, je vais boire un coup avec ce garçon. C'était juste un petit malaise, il allait beaucoup mieux. Et il me dit, on avait rendez-vous avec un de mes amis qui est réalisateur dans un bar à côté de chez moi. Puis là, il me dit. Alors je te dis, en fait, il y a une fille qui veut absolument te rencontrer. Et je lui ai dit de passer, elle doit être déjà là, voilà. Voilà, évidemment, j'arrive à la terrasse du café en question. La fille en question, c'était les yeux
qui était dans la salle, et la raison d'ailleurs pour laquelle elle n'était pas dans la salle, c'est que c'était la petite copine du garçon, enfin son ex-petite copine, ce que lui n'avait pas bien compris puisqu'elle était elle-même déjà avec quelqu'un d'autre, voilà, à l'autre bout de la France, mais ça je ne le savais pas, et en fait je suis arrivé à la terrasse du café, il y avait la chaise en face d'elle qui était libre, et là, avant de m'asseoir, je l'ai regardé dans les yeux, et je me suis dit, c'est la femme de ma vie. Ça, c'est fait. Bon, c'est bon, on passe à autre chose. Sauf la femme en question, je l'ai vu dans ses yeux qu'elle s'est dit la même chose. Sauf qu'au bout de 2 heures de boire un coup, elle m'a dit, bon, salut, je rentre chez moi. Et chez elle, c'était dans les Pyrénées, à 1000 km pour retrouver son mec. En plantant l'autre aussi, qui s'en est pas bien remis, mais avec qui on est notre relation, non, mais voilà, et puis après, il y a eu des épisodes. Bon, après, je l'ai pas vu, cette personne, pendant 4 mois. Pendant 4 mois, j'ai pas vécu. Et 4 mois plus tard, j'ai un concert dans une autre salle, c'était le concert de la réouverture ou de la fermeture, je sais plus. Une salle, c'est connu à Paris, qui s'appelait la Flèche d'Or. Et là, c'était blindé de gens, 500 personnes, c'est un truc, mais j'ai été tout au fond, j'ai vu qu'elle. Le concert s'est terminé, j'ai sauté de la scène, j'ai traversé la foule et j'ai été lui dire, je crois que je suis tombé amoureux de vous. Je vous vois facilement. Et voilà, et elle m'a juste répondu, tu veux du chai? Et elle est partie. La suite dans la saison 2. Comment se sont-ils retrouvés? Mais bon, c'est la vie. Donc c'est comme ça que, donc pour répondre de manière beaucoup plus rapide à la question qui a été posée, en fait on le sait, c'est ce que j'explique tout le temps à ma fille et qui me dit, mais comment tu sais qu'on aime ça? Je dis, mais en fait tu le sais. Tu sais pas, c'est pas évidemment en détail quelle va être l'aventure, le truc, en sa conséquence finir. Hein. L'amour quand il est là, tu le sais. Et c'est pour ça que le principe des applis de rencontre, des Tinder, des trucs comme ça, c'est l'une des pires abominations de cette société, mais ça va tellement dans le sens de cette société où on est à la fois, on veut pas de risque, donc on coche toute une liste de trucs. Je veux une femme de 1m67 avec les cheveux châtains coupés au carré, mais avec une mèche un peu plus longue à gauche qu'à droite, qui aime le rouge, mais pas le rouge bordeaux. Les pantalons avec, je ne sais pas, c'est-à-dire la société du risque zéro, qui n'exclut d'elle-même qu'un petit truc qui est l'essentiel, qui est la vie. Voilà. La vie, l'improvisation, le sentiment, le risque. Alors, il faut minimiser les risques. C'est pas le côté on fait n'importe quoi, c'est machin, mais c'est le rapport qu'il faut quand même doser entre l'aseptisation et la normalisation, ça s'appelle plutôt la normalisation de la société et les conséquences qu'elle a sur la survie même de la société. La magie de la rencontre. Merci Benjamin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, voire les prochaines années? Alors, pour les prochaines années, on peut me souhaiter les prochaines années. Voilà, c'est déjà pas mal. Je pourrais dire ça pour les prochains mois. Pour les prochains mois, j'aimerais pouvoir trouver le temps de refaire un peu plus de musique et de passer un peu plus de temps dehors avec les miens et pas dedans, mais de faire un peu plus de musique. Puis surtout que voilà, c'est trop tendu ce qui se passe. Tout ce qui se passe internationalement, politiquement, c'est beaucoup trop tendu et ça peut pas durer. Mais je sais très bien que ça risque quand même de péter. Voilà. Je t'avais dit un truc cool, sympa et optimiste, c'est vrai. Mon destin, ton destin, un destin extraordinaire. Ma vie, ta vie, mes mots, tes mots, les mots, le destin. Décline ma vie, la vie destinée, la destinée de vie. Où sont-ils partis? Où sont les mots partis? Et ma mélodie mélodieuse, rencontre destinée, destin paresse, destin caresse, destin toujours, destin amour, destin rime et tient, tenir sa main, mon destin dans la main, destin coloré,
Destin prouesse, destin je te tiens, cette nuit-là et pas une autre, tu me reconnaîtras parmi toutes. Cette nuit-là et pas une autre, je t'aimerai parmi toutes. Cette nuit-là et pas une autre, une étoile te marquera le front. Cette nuit-là et pas une autre, nos destins se frôleront. Dédicace à Jay et Karel. Merci Benjamin. Merci à toi. Réalisation Gaël Fauchy, musique David Dahan.